Qu'importait l'endroit où l'on reposait une fois qu'on était mort, dans une fosse de drainage crasseuse ou dans une tour de marbre au sommet d'une haute colline. On était mort, on dormait du grand sommeil, on ne se préoccupait pas de ce genre de choses. Du pétrole et de l'eau, ou du vent et de l'air, c'était pareil. On dormait du grand sommeil, c'est tout. On se fichait de savoir de quelle vilaine manière on était mort ou dans quel vilain lieu on était tombé. Moi, je faisais partie de ces vilaines choses maintenant, beaucoup plus que Rusty Regan, mais on pouvait les épargner au vieil homme. Il pouvait continuer à reposer tranquillement dans son lit à baldaquin, ses mains exsangues croisées sur le drap, en train d'attendre. Son cœur était un murmure bref, incertain. Ses pensées étaient grises comme des cendres, et bientôt lui aussi, comme Rusty Regan, dormirait du grand sommeil. Il se trouve que il n'y a pas très longtemps, il y avait eu une édition en volume quarto, toujours chez Gallimard, tous les romans de Chandler. Et toutes les traductions avaient été revues, sauf les deux qui avaient été faites par Vian et son épouse, donc Le Grand Sommeil et La Dame du Lac, qui n'avaient donc jamais été retouchées. Or, au moment où donc la série noire s'apprêtait à lancer cette nouvelle collection de classiques qui consiste à remettre en valeur son fond de grands romans, qui souvent n'ont pas été retraduits depuis très longtemps, alors qu'ils devraient l'être, parce que beaucoup de traductions d'époque ont quand même pas mal vieilli, elles étaient souvent coupées, il y avait pas mal de problèmes. Donc au moment de lancer cette nouvelle collection, la directrice Stéphanie m'a demandé si, à mon avis, il fallait ou pas retraduire ce qui avait été fait par Vian. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une très rapide lecture avec quelques sondages de la traduction de Vian, et je me suis rendu compte que d'un côté c'était une traduction qui était bien meilleure, celle du Grand Sommeil, que la plupart des traductions de la série noire de la même époque, meilleure simplement parce qu'elle coupait beaucoup moins, il n'y a pratiquement pas de coupe, parce que aussi elle faisait moins d'erreurs, et parce que l'argot avait probablement moins mal vieilli que celui des traductions de l'époque. En revanche, je me suis aperçu aussi qu'il y avait pas mal de choses qui justifiaient qu'on puisse essayer de traduire différemment ce roman. Non pas forcément pour mettre au rencard la traduction de Vian, ce qui d'ailleurs serait impossible en soi, mais pour proposer une autre lecture du livre qui aurait le bénéfice donc d'une meilleure connaissance de Chandler. Maintenant, on connaît beaucoup de choses sur lui qu'on ne connaissait pas à l'époque. Il y a des biographies, il y a sa correspondance. On connaît aussi beaucoup mieux d'une certaine façon le monde dont il parle, puisqu'on a eu le temps de se familiariser avec depuis la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup plus que n'avait pu le faire lui-même Boris Vian. Donc, il me semblait qu'on pouvait faire quelque chose de plus moderne, d'un peu plus précis, et qui, même s'il n'avait pas forcément, bien sûr, le style inimitable de Vian, pouvait rendre, disons, hommage, et justice en tout cas, à certains aspects du style de Chandler qui avait été un petit peu gommé par Vian. D'où l'importance d'une préface. D'où l'importance d'une préface, bien sûr, à la fois pour donner à ce texte, comme l'indique la série classique, son statut de classique. Les préfaces, c'est souvent réservé aux textes littéraires, et c'était certainement pas le cas dans la série noire des années 40 et 50. Donc, il y a ça, mais il y a aussi beaucoup de choses dans ce roman qui méritent d'être reconnues. C'est une histoire criminelle, bien sûr, comme toutes les histoires de la série noire, mais il y a aussi beaucoup d'aspects symboliques, des aspects historiques, des aspects sociologiques. Il y a des parties assez biographiques, même presque, par rapport à la vie de Chandler. Tout cela mérite d'être connu, puisque c'est un roman qui s'est construit, en fait, progressivement, à partir de nouvelles que Chandler avait écrites dans le magazine Black Mask, et qu'il a ensuite mêlé, amplifié, complété. Donc il y a toute une histoire aussi du texte qui mérite d'être connue. Et puis bien sûr, troisième point, pourquoi une nouvelle traduction, oui, de ce roman? C'est aussi l'objet d'une préface que d'expliquer en quoi le parti pris du traducteur est différent de celui du géant qui l'avait précédé. Et puis bien sûr, il y a aussi les deux films. Alors là, bon, je me suis contenté de parler du premier parce que, à mon avis, c'est celui qui est vraiment canonique, celui de Howard Hawks avec Humphrey Bogart et Lauren Bacall, qui d'ailleurs a été en plus a le mérite d'avoir eu de grands scénaristes pour travailler dessus, notamment William Faulkner et puis Lee Brackett, qui est moins connu mais qui est aussi une grande scénariste. Donc c'est un film qui, en fait, est souvent la première entrée, disons, pour beaucoup de gens dans ce roman. C'est à travers le film qu'on connaît ce roman. Moi-même, j'ai vu le film avant d'avoir lu le roman, et je pense que pour beaucoup de gens, aujourd'hui, la série noire littéraire, elle est une sorte de... Alors
En réalité, elle précède les films, puisque les films en sont tirés. C'est souvent dans le sens inverse que les spectateurs les découvrent. Ils voient le film, et ensuite, ceux qui veulent se disent, on va aller lire le livre pour voir si ça ressemble, qu'est-ce qu'il y a dedans, quelle est l'atmosphère du livre, est-ce que c'est bien restitué dans le film ou pas. Donc voilà, je pense que ce film est un film magnifique. En revanche, le deuxième de 1978 de Michael Winner, qui est déplacé, à mon avis, de manière un petit peu absurde en Angleterre, est un film raté. Et celui-là, donc, je n'en ai même pas parlé. Il a participé au scénario ou pas? Pas du tout. Et d'ailleurs, c'était la pratique générale à Hollywood. Souvent, même quand les auteurs étaient eux-mêmes des scénaristes, c'était rarement eux qui scénarisaient leurs propres romans pour les films. Ça pouvait arriver, mais très souvent, c'était d'autres écrivains qui faisaient le scénario tiré de romans de leurs collègues. Par exemple, Chandler lui-même a écrit 2 scénarios célèbres. L'un, c'est Assurance sur la mort, qui est tiré d'un court roman de James Cain et qui a été tourné par Billy Wilder, et l'autre, c'est L'inconnu du Nord Express de Hitchcock, qui est tiré d'un roman de Patricia Highsmith. D'ailleurs, le scénario qu'il a écrit n'a pas plu à Hitchcock et il n'en a pas gardé grand-chose, mais c'est pour dire, juste pour illustrer cette pratique, et donc ses propres romans à lui n'ont pas été en fait scénarisés par lui-même. Il y avait des cas où l'auteur exigeait d'être lui-même l'adaptateur de son propre roman au cinéma, mais je pense que comme Chandler avait une vision assez, disons, négative du travail de scénariste et surtout de ce que les producteurs infligeaient au scénario, je ne pense pas qu'il aurait aimé voir son œuvre mise en pièces lui-même par des producteurs qui n'auraient pas apprécié tel ou tel aspect du roman et qui valaient donc mieux confier ce travail à d'autres. Alors, le travail, techniquement, pour moi, ça consiste d'abord, bien sûr, à lire le roman, mais je connaissais bien, je l'avais travaillé plusieurs fois, j'ai fait cours dessus aussi, donc c'est un roman que je connais bien. Et pour moi, d'ailleurs, le travail de traducteur, je ne suis pas traducteur professionnel, contrairement, par exemple, à Nicolas Richard, qui a traduit, lui, La Dame du Lac, et qui, lui, est un vrai professionnel de la traduction. Moi, je fais, en fait, de la traduction quand un texte m'intéresse beaucoup, et pour moi, c'est une façon de mieux le connaître. Donc, en fait, c'est une façon d'explorer le texte jusque dans ses détails que de pouvoir le traduire. Ce que je fais donc, c'est que je prends, si l'éditeur me le laisse, je prends pas mal de temps. Je ne suis pas particulièrement pressé, disons, par des échéances personnelles. J'essaye de travailler chaque page. J'essaye de faire des concordances aussi. Alors maintenant, ce qui est important, c'est qu'on a accès à des textes en version électronique souvent. Donc, je peux par exemple chercher comment un mot particulier est employé par Chandler à plusieurs endroits du texte, un adjectif particulier, un nom, et puis voir à quel endroit et d'autres endroits du texte il se retrouve. Et à ce moment-là, à chercher en français si je peux trouver un équivalent unique à chaque fois pour le mot anglais. Voilà des choses qu'on peut faire difficilement quand on n'a pas accès à des versions électroniques. Voilà ce que je fais moi quand je travaille. Autre chose que je travaille pas mal, c'est le contexte. Donc, ce sont des romans réalistes, si on peut dire, même s'il y a bien sûr une part d'imaginaire, mais ils sont vraiment ancrés dans la réalité sociale, géographique, historique de Los Angeles à cette époque-là. Et c'est cette époque-là qui est de 1939, c'est pas l'époque d'après-guerre qu'on voit dans le film. Et ça, c'est très important à mon avis, notamment pour tout cet arrière-plan qui a pas souvent été vraiment mis en valeur et qui n'est pas dans les films du tout, mais qui est très important à mon avis dans le roman, qui est celui du pétrole et de l'industrie pétrolière, qui se trouve donc être une des grandes forces du développement de Los Angeles, de sa richesse et aussi un petit peu de sa corruption, bien entendu, et de la pollution de son paysage et de son environnement. Donc c'est des choses qui sont pas forcément très visibles, mais qui sont néanmoins présentes dans le roman, et pour ça, il faut travailler le contexte pour retrouver donc ces éléments. Une atmosphère, un mot un peu vague, mais qui, à mon avis, est le plus proche de ce que j'essaye de retrouver, c'est l'atmosphère de Chandler, qui est une atmosphère qui doit un peu à son temps, mais qui doit beaucoup à lui-même. Tout le monde n'écrit pas comme lui à la même époque. Donc il faut retrouver ses images, sa façon de regarder le monde, ses rapports entre les personnages, la manière dont son détective se déplace et parle aux gens qui l'interrogent. Tout ça, c'est quelque chose d'assez propre à Chandler lui-même. Il y a aussi une sorte de magie verbale chez Chandler qui est due à son style magnifique, il faut dire, hein, c'est un très grand écrivain et qui est capable d'utiliser des moyens aussi bien extrêmement minimalistes avec des phrases très brèves et très répétitives, un peu comme Hemingway, et puis tout d'un coup de se lancer dans de grandes phrases baroques avec des comparaisons exubérantes. Donc il y a tout ça qu'il faut essayer de retrouver chez lui. Il y a aussi une atmosphère verbale particulière qui est en fait un mélange donc d'un style très littéraire avec des effets recherchés et de l'autre côté de choses très simples, argotiques, qui ont son propre milieu criminel
et qui réussit mieux que personne, à mon avis, à fondre en une sorte de langue personnelle. D'ailleurs, il disait lui-même qu'il avait voulu, en écrivant des romans policiers, jouer avec cette chose fascinante qui était la langue américaine. Et je pense que c'est, de ce point de vue-là, un très grand inventeur de linguistique et stylistique. Alors, il a un rapport extrêmement conflictuel avec l'industrie du cinéma. On le voit bien dans un article important qu'il a écrit qui s'appelle « Les écrivains à Hollywood », par quoi il entend aussi les scénaristes, « Writers in Hollywood », qui est paru dans le magazine Atlantic dans les années 40, où il règle ses comptes avec les studios américains et les studios d'Hollywood, en disant tout le mal qu'il en pense. Donc, en gros, son rapport est un petit peu comme toujours. D'un côté économique, bien sûr, là, il est très profitable, puisque comme on sait, quand on arrive à vendre les droits de ces romans pour une adaptation, même si elle n'est pas tournée d'ailleurs, on gagne beaucoup plus d'argent qu'on en gagne en vendant ses livres ou ses histoires dans des magazines ou autres. C'est vraiment le jackpot. C'est des sommes colossales par rapport à ce que ça représente aujourd'hui, des centaines de milliers de dollars pour la simple vente d'un titre. Donc c'est quelque chose que tous les écrivains pratiquement, même ceux qui s'en défendent, ont bien sûr recherché, et c'était en général leur agent qui s'occupait de ça. Et qui allait négocier les droits de vente. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il est arrivé au cinéma, c'est avec Le Grand Sommeil, hein, quand il a été... c'est pas d'ailleurs le premier film qui en a été tiré, mais il y a eu Le Grand Sommeil, il y a eu Adieu ma jolie, qui a été tiré tourné par Dmytryk sous le titre Murder My Sweet. Il y a La Dame du Lac, donc très vite, il a quand même réussi à vendre les droits de ses livres et à faire pas mal d'argent. Et puis il a accepté aussi... au départ, je pense qu'il était assez enthousiaste. Il a toujours eu une vision du cinéma qui était finalement un peu idéaliste, qui était de dire on peut faire des choses magnifiques avec le cinéma, et en même temps une vision assez désenchantée parce qu'il disait le vrai auteur du film, c'est pas le réalisateur, c'est le scénariste, c'est l'écrivain. Et l'écrivain, systématiquement, on massacre sa vision du monde pour en faire un film commercial. Donc il avait toujours une espèce d'amertume très profonde et qui allait de plus en plus forte avec le temps, en voyant la manière dont ces scénarios étaient finalement traités, réécrits par les producteurs et les réalisateurs. Et c'est à partir de là qu'il a développé une vision très antagoniste. Et les écrivains étaient parfois des gens un peu retors qui écrivaient des choses adaptables aussi. Donc il fallait attirer l'œil des producteurs pour pouvoir se faire acheter ces livres. Et c'était intéressant, comme on l'a dit, financièrement, bien sûr, et aussi pour se faire connaître. Donc je pense... Mais Slater, c'était un artiste intègre. Je ne crois pas qu'il faisait ça uniquement pour pouvoir être filmable. Mais effectivement, il y a un côté extrêmement visuel dans son œuvre, mais qui est la caractéristique de tous les écrivains qui ont commencé dans Black Mask autour de Hammett, qui étaient des auteurs, ce qu'on appelle aujourd'hui behavioristes. C'est pas d'ailleurs historiquement exact, il n'était pas consciemment, mais disons, il préférait une narration objective, visuelle, à l'introspection psychologique, puisque justement il réagissait contre une littérature fondée sur l'introspection psychologique, en montrant au contraire l'action avant tout et les dialogues, et il fallait que la psychologie soit dérivable ou compréhensible de l'action et des dialogues. Donc c'est vraiment de ce point de vue-là que c'est effectivement une littérature extrêmement cinématographique. Et d'ailleurs, ça l'est aussi pour une autre raison. Ce livre est extrêmement visuel pour ses décors. Moi, je trouve qu'on a une vision magnifique de Los Angeles, de la ville. Et c'est là que la première version, à mon avis, si magnifique qu'elle soit, de Howard Hawks ne rend pas complètement justice, parce qu'il manque beaucoup des paysages de Los Angeles. Bon, c'est tourné en studio pour l'essentiel. Et ensuite, il y a des choses qui sont dans le roman. Je reviens à cette histoire de pétrole. Il y a les Derrick, qui ont fait la fortune de la famille Sternwood, dont on ne parle plus, qui a fait sa fortune dans le pétrole. Et puis, la grande scène finale du roman, qui est celle où Carmen Sternwood se révèle être une tueuse psychopathe, si on veut. Elle se joue justement dans un champ pétrolifère abandonné, qui est celui où la famille Sternwood a commencé et où elle a réalisé sa richesse. Et c'est aussi, disons, tout un commentaire, à mon avis, sur la dévastation écologique de l'univers de Los Angeles. Et c'est quelque chose qui n'est pas présent du tout dans le film, alors que, pour moi, finalement, ce qui tient lieu de fin au cinéma, ou ce qui représente le mieux la fin du roman au cinéma, c'est la fin d'un autre chef-d'œuvre qui est La soif du mal d'Orson Welles, qui est justement tourné à l'ombre de ces vieux derricks grinçants de Venice, Californie, juste à côté
de Los Angeles. Et quand on voit Quinlan, Orson Welles s'abattre dans une espèce de marécage plein de pétrole et de détritus, c'est exactement ça que l'on voit à la fin du roman comme étant le lieu où justement Rusty Regan, l'homme qui a disparu du roman, a été englouti. Donc c'est finalement dans ce film-là, peut-être de Welles, qu'on trouve la vérité du roman sur un plan visuel, je dirais. Enfin, je vais peut-être un petit peu loin dans mon analyse, mais c'est ce que je proposerais en tout cas. C'est à la fois ce qu'on trouve et ce qu'on perd. Voilà, c'est magnifique parce que ça peut être contrôlé, les éclairages, tout est dans le clair-obscur. On a un noir et blanc magnifique qui vient droit presque du cinéma allemand de l'entre-deux-guerres par certains côtés. Mais de l'autre, ce qu'on découvre avec le grand film noir documentaire qui commence vers 1950, c'est justement la ville telle qu'elle existait à l'époque. Et là, on y gagne énormément. Ce qu'on a dans la 4e vitesse d'Aldrich, autre grand film sur Los Angeles, c'est ça justement. C'est là aussi le monde de Chandler révélé de manière beaucoup plus vraie que celui des studios finalement. Il y a pas mal de lieux réels et de lieux inventés, mais qui dérivent de lieux réels souvent. Donc ça, c'était important de les retrouver, d'essayer de reconstituer le cheminement de Marlowe à l'intérieur de Los Angeles, c'était important. Et autour. Donc tout ça, pour moi, c'était fondamental. Je l'ai dit, le contexte historique, c'était important. Et puis troisièmement, beaucoup de choses linguistiques. Il ne faut pas oublier que c'est un livre de 1939 et que l'argot américain de 1939, ou les réalités linguistiques, ou les réalités culturelles même, les références ne sont pas du tout les mêmes. Souvent, elles se sont perdues. Il a fallu aller faire pas mal de recherches pour retrouver telle ou telle référence qui est utilisée pour des comparaisons ou simplement dans l'arrière-plan. Ou alors tel terme argotique qui renvoie à une réalité sociale qui a disparu. Donc à chaque fois, essayer de retrouver tout ça et puis de se dire comment est-ce qu'on va arriver à faire passer ça sans mettre de notes de bas de page. Pour moi, c'était la contrainte que je m'étais fixée. Je ne voulais pas mettre de notes de bas de page. Je me suis dit, il n'y en avait pas dans le roman américain quand il a été publié en 1939. Il n'y en avait pas dans la série noire de Boris Vian. Je ne veux pas en mettre non plus. Je veux que tout se comprenne. Et puis je me dis aujourd'hui, le lecteur qui veut, il peut toujours aller voir Google ou sur Internet telle ou telle référence, qui n'était pas possible en 1950. Aujourd'hui, c'est plus facile, donc c'est pas la peine de mettre des notes. Moi, je pense qu'il a fait partie d'une école, au sens où, justement, il a commencé dans Black Mask, mais comme tous les grands auteurs de Black Mask, il en est sorti d'une certaine façon. Et comme tous les grands auteurs de polar, c'est quelqu'un qui a réinventé le genre dans ses romans, finalement. C'est ce qu'on peut dire de Hamed, de lui, de Jim Thompson, de Patricia Highsmith. C'est des gens qui ont pris le polar et qui en ont fait autre chose. Donc, je crois qu'ils sont tous assez singuliers de ce point de vue-là. Le journalisme, je pense qu'on le trouve chez d'autres écrivains, mais chez lui, je pense que c'est plutôt le poète. Et puis, aussi quelque chose de très autobiographique qu'on trouve chez lui, qui n'est pas vraiment chez les autres. Une personnalité qui s'exprime plus fortement.